A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ahlan wa sahlan. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Nour TV. Nous sommes donc le vendredi 21 novembre 2025 et nous sommes ensemble jusqu'à 18h10, 18h pile, 18h10 à peu près. Voilà, dans le cadre bien sûr de votre émission Grand Angle, émission donc qui traite de l'actualité nationale mais également internationale dans les domaines politiques, économiques, sociaux, etc. Voilà, donc au menu ce soir, nous allons parler du retentissant procès de la famille Bongo Valentin. Voilà, c'est le procès aujourd'hui qui fait les choux gras des médias. Donc il n'y a pas de raison que nos TV ne s'y intéressent pas. Nous allons faire comme les autres. Et là, pour en parler ce soir, j'ai mes illustres et habituels invités, comme à l'accoutumée, Monsieur Privan Gomo. Bonsoir, Monsieur Gomo. Bonsoir et merci encore de m'inviter. OTEP, mes frères Kamit du Gabon et Kamit de la terre entière. Voilà, je précise que vous êtes le conseiller du président de la République. Et pour nous, c'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir, une fois de plus, pour pouvoir donc éclairer la lanterne des Gabonais et pourquoi pas voilà, aller au-delà. Alors, à ma droite, j'ai notre consultant permanent, Monsieur Nestor Obiang. Bonsoir, Monsieur Obiang. Bien, bonsoir, Monsieur Bouka. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'aime à débattre avec des problèmes d'intérêt national. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Je précise à nos téléspectateurs que Monsieur Obiang est spécialiste, d'abord consultant politique, analyste politique, mais également consultant et surtout spécialiste en relations internationales. Voilà. Alors, donc, comme je disais à l'entame donc de mon propos, nous allons ce soir aborder donc la question ou la thématique, la question en rapport avec le procès retentissant de la famille Bongo Valentin, à travers la thématique le procès des Bongo Valentin Young Team, quelle leçon? Voilà, c'est ça la thématique. Je reprends. Le procès Bongo Valentin Young Team, quelle leçon? Voilà. Donc là, comme à l'accoutumée, nous allons nous appuyer sur les éléments audiovisuels sur lesquels nous allons ensuite échanger et puis donner au fur et à mesure, effectivement, développer les analyses qui vont permettre aux uns aux autres de pouvoir donc bien comprendre ce qui s'est passé réellement, quels sont les enjeux de ce procès et quelles sont les leçons à retenir in fine par rapport à ce qui s'est passé tout au long de ce procès. Voilà. Donc, nous allons observer une petite transition et revenir juste après. Voilà, donc nous revoilà sur le plateau. Donc comme je disais tantôt, nous allons donc aborder donc le premier pan effectivement de cette émission. Nous allons un peu planter le décor. Vous savez que le Gabon a été dirigé pendant longtemps par la famille Bongo depuis 1967, disons 1968 jusqu'en 2023. Donc ça a été une longue dynastie qui a vu Bongo père et Bongo fils succéder à la tête du pays. Voilà. Et comme dans tout long règne, voilà, le règne donc des Bongo c'est caractérisé par un certain nombre de dérives, notamment sur le plan financier, économique et financier, où effectivement le pays a été victime d'un certain nombre d'exactions sur le plan financier, notamment des détournements massifs des deniers publics. Et le procès qui s'est déroulé sous nos yeux, effectivement, c'est essentiellement axé sur cette réalité donc qu'on connaît le Gabon depuis l'avènement des Bongo jusqu'à la fin de cette dynastie, le 30 août 2023. Alors, donc, nous allons donc lancer le premier élément audiovisuel et nous allons revenir juste après pour pouvoir en débattre avec nos panélistes. C'est une plongée dans les coulisses d'un système où les affaires d'État se confondaient avec les intérêts privés d'une famille. Un témoignage clé, celui de Kim Un, ancien proche collaborateur de Sylvia Bongo Ondimba, éclaire aujourd'hui l'ampleur d'un réseau de gabégie et de détournements qui aurait saigné les caisses publiques pendant des années. Selon ses déclarations, Abdoul Hosseini Ossa, fidèle lieutenant de Noureddine Bongo Valentin, gérait depuis la présidence la majorité de ses affaires privées et financières. Des flux d'argent considérables auraient transité sans contrôle entre Olam Gabon, la coordination des affaires présidentielles et une nébuleuse de sociétés écrans.
Lors de la campagne présidentielle d'août 2023, un budget colossal de 80 milliards de francs CFA aurait été débloqué. Sous la supervision de Sylvia Bongo, Kim Un dit avoir reçu pour mission de commander une centaine de véhicules, de négocier les prix des hélicoptères et de gérer la logistique d'importation de gadgets. Mais les décisions finales et les dépenses restaient l'affaire du fils, Noureddine Bongo Valentin. En parallèle, les dépenses personnelles de Sylvia Bongo atteignaient des sommets. Bijoux, œuvres d'art, vêtements de luxe jusqu'à 4 millions d'euros par an environ. Pour contourner les restrictions bancaires, un circuit parallèle aurait été mis en place. Argent liquide prélevé au trésor, acheminé par Kim Un, puis transféré vers Dubaï via des réseaux informels. Sur place, un certain Alain Malek, avocat et financier de l'ombre, gérait les fonds depuis les comptes de Royal Capital et Noor Capital. Derrière le vernis du pouvoir, c'est un système bien huilé, où chaque rouage servait des intérêts d'un clan. Des millions partis en fumée, pendant que les pays s'enlisaient dans la précarité. Le procès Bongo Valentin, en cours à Libreville, promet de lever le voile sur l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire de notre pays. Une affaire qui interroge jusqu'où la justice gabonaise ira-t-elle? Voilà, vous avez suivi comme nous donc cet élément qui nous permet de planter le décor. Voilà, on a à travers cet élément effectivement entendu beaucoup de choses, notamment tout le système où il est vraiment organisé de détournement des deniers publics, donc qui a été mis en place donc au bénéfice de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine Bongo. Voilà, donc là on parlait donc de planter le décor, et là je vais me tourner déjà, on va essayer un peu de restituer un peu le contexte dans lequel effectivement ce procès s'est tenu, et là je vais me tourner pour commencer vers monsieur Ngomo. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ce procès, il intervient dans quel contexte particulier? Quels sont vos commentaires? Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Je vais répondre à votre question en ma triple qualité, d'abord de citoyen et d'observateur avisé de la vie publique et politique. Ensuite, en ma qualité d'apprenti sage, c'est-à-dire un homme qui est à côté des sages pour s'imprégner de la sagesse, afin de donner des points de vue qui soient modérés, qui soient pondérés, qui ne soient pas impulsifs. Et enfin, à ma qualité de conseiller du président de la République, car il est concerné au premier chef par rapport à ce procès historique qui interpelle tous les Gabonais, mais surtout lui, car il est la clé de voûte des institutions. Il est également le garant de la loi fondamentale dans notre pays. Et ici, la loi a été violée. Le thème que vous avez donné porte sur quelles leçons tirer de ce procès. Bongo Valentin et Young Tim. Je veux avoir une approche holistique. C'est-à-dire une approche qui essaie de prendre en considération le plus grand nombre d'éléments pour que des points essentiels ne soient pas occultés. Car nous voulons faire œuvre de pédagogie. Nous voulons instruire les Gabonais. Et donc, peut-être relever des aspects qui auraient pu passer de manière inopportune à côté, alors qu'ils doivent absolument être relevés. Et je ne sais pas si cela va convenir à mon vis-à-vis, à M. Nestor Obiang, mais je pense que nous pouvons tirer des leçons sur trois ordres, sur trois dimensions. La première, c'est le contexte historique dans lequel se tient ce procès. Le deuxième ordre, la deuxième dimension, c'est les acteurs en présence. Les acteurs directement impliqués, et on dira des choses sur ces acteurs, et les acteurs qui ne sont pas impliqués directement, mais qui d'une manière ou d'une autre finiront
paraît impliqué si la justice poursuit son cours. Et le documentaire disait cela. Est-ce que la justice ira jusqu'au bout? Donc on n'a pas tout vu. Le dernier aspect, on le disait un peu en off avant de venir sur ce plateau, mais ce procès se fait à l'aube de la Ve République, à l'aube du septennat, véritablement de Nguema, qui, de notre point de vue, commencera à partir de janvier 2026, car toutes les institutions auront été fournies au 31 décembre 2025. Donc, c'est un peu le contexte. Et, voyez-vous, sur ces trois dimensions, le contexte dans lequel ce procès a lieu, les acteurs qui ont justifié le procès et l'avenir du pays, nous pouvons effectivement tirer des leçons. Alors, on va poser la question sur le contexte. Je décompose ce contexte en 3 points. Le passé, qui nous renvoie quand même au régime Bongo Ondimba et Bongo Valentin. C'est ce passé, en fait, qui d'une certaine manière a été critiqué. Parce que c'est un système, on parle d'un système là. Oui, mais ce système a vécu. Et s'il a vécu, c'est qu'il a eu un passé. Faut-il que le passé se reproduise? Question. Quelles leçons tirer de ce passé? Ensuite, il y a le présent. Nous sommes en train de finir une transition. Cette transition qui se propose de mettre sur pied un nouveau Gabon, de créer un nouveau paradigme, de nouvelles règles, le nouveau Gabon pour les nouveaux Gabonais. Et qu'est-ce que signifie le nouveau Gabon? Qu'est-ce que signifie le nouveau Gabonais? Eh bien, nous sommes en train de le façonner maintenant. Pourquoi? Parce que nous voulons nous donner un futur qui soit radieux. Voyez-vous? Ce sont ces 3 dimensions qui m'interpellent lorsque je parle du contexte dans lequel ce procès est secrété. Alors, je vais terminer sur le présent, puisqu'on va forcément débattre du futur et du passé avec mon vis-à-vis de Nestor. De manière prospective. Bien sûr. Le coup de libération a mis un terme, mais pas définitif, a mis un terme à la régence Bongo Ondimba Valentin. Mais a-t-il mis un terme véritablement au système Bongo, au système Bongo PDG? Question. Nous voulons espérer qu'effectivement, il y a eu une fin de ce régime, même si nous savons qu'un travail doit être fait pour véritablement écarter de façon définitive les éléments qui ont fait du tort à notre pays, afin qu'ils ne puissent plus encore agir de manière nuisible. Et la transition avait justement le but d'apporter cette mutation. Une sorte de purification du pays avant de rentrer dans la Ve République. Très bien. Le procès, je finis là, me semble-t-il, est un élément, un vecteur qui nous ouvre un canal vers lequel nous devons avancer pour que notre pays change véritablement de paradigme et s'inscrit dans une véritable logique de développement culturel, économique, politique, j'allais dire développement civilisationnel. Très bien, M. Ngomo. Alors, nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce que ce que vous avez ressorti là, c'est très important parce que ça nous permet de planter le décor. Alors, M. Obiang, quant à vous, qu'est-ce que vous dites par rapport au contexte dans lequel se déroule ce procès? Bien, je crois qu'il a déjà dit la moitié des choses que tous les Gabonais savent parce que nous avons tous vécu la période de la transition. Oui. Nous sommes en train de vivre la période de mise en place de la nouvelle République, la 5e, dit-on. Mais je voudrais reprendre les 3 dimensions qu'il a citées. Le passé, le présent. Le présent qui peut, si nous avons la volonté, déterminer l'avenir. Exactement. Commençons par le passé. C'est une dimension que beaucoup d'entre nous connaissent. Le régime Bongo commence en réalité à l'intérieur même du régime Léomba.
Soyez plus explicite, s'il vous plaît. Mais très simple. Bongo dirigeait déjà plus ou moins le pays pendant que Léomba était président, souffrant. Oui, effectivement. Il était directeur de cabinet. Directeur de cabinet, vice-président, ministre de l'Information, ministre de la Défense, ministre de ceci, cela. Donc, en fait, il avait déjà tous les domaines stratégiques de l'État en main. Il ne lui manquait plus qu'une élection. C'est pour ça que l'élection s'est faite à la mode américaine, alors que le Gabon, lorsque nous avons voté la Constitution de 1961, ce n'était pas une constitution à l'américaine, président et vice-président, dans le même ticket. On a dû modifier la constitution. Je le dis pourquoi? Parce que les Gabonais ne devraient pas être étonnés des modifications constitutionnelles qui ont été faites pour maintenir Ali Ben au pouvoir. Ça vient depuis les années 60. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc il y a cette dimension historique. Léon va mourir en France, suite de soi-disant d'un cancer et autres. Bien, qui prend la place? Bongo, qui avait déjà tous les rouages du pouvoir en main. Il place donc qui? Ami, coquin, copain. Bien, ça c'est le passé. Ce passé a quand même duré plus d'une vingtaine d'années. De 68 à 1990. 21 ans. 21 ans, effectivement. Parti unique. N'est-ce pas? Il faut rappeler ces notions au Gabonais. C'est très important. Que très souvent, lorsque nous discutons des affaires importantes de notre pays, nous avons quelques oublis. Nous sommes à faune sur des pages entières de notre propre histoire. Or, si nous ne les maîtrisons pas, nous naviguons dans ce qu'on appelle les spéculations intellectuelles, sans avoir des points d'appui historiques. Moi, je voudrais les signifier ici. Et ceux qui ont mon âge vont le reconnaître très facilement, parce que j'ai vécu ces événements, et je continue à vivre les nouveaux événements, puisque je suis encore là, sur Terre. Maintenant, la dimension présente, pour ne pas tirer trop long, la dimension présente, moi je la découpe en deux séquences. La première séquence, c'est la conférence nationale de 1990. Qu'est-ce qui nous amène à la conférence? Bon, quelques esprits qui sont restés dans leurs études universitaires parlent de la destruction du mur de Berlin, patati patata, mais c'est de la rigolade pure et simple. Chaque pays a sa propre histoire. Et l'histoire universelle a ceci de particulier, c'est qu'elle peut connaître des coups d'accélération brusques et retrouver la normale. Pourquoi ces coups d'accélération brusques? La dernière fois, vous vous rappelez, au cours de la dernière émission que nous avons eue, je dis, moi je suis un pratiquant. Ça veut dire que j'ai appris, au-delà de ce que j'ai appris à l'école, j'ai appris autre chose sur lequel le monde repose. J'appelle ça simplement des vérités éternelles. C'est-à-dire que celles qu'on ne peut pas changer. Elles reviennent comme ça de manière cyclique, comme les comètes. Comète de Halley. Tous les 66 ans, elle revient. Elle revient. Mais personne ne sait jamais poser la question, mais pourquoi elle ne va jamais de manière définitive? Elle ne tourne que là. Parce qu'il y a une raison à cela. Elle assure un certain équilibre cosmique. Bien, ça c'est pour rire un peu. Donc la dimension actuelle, je la découpe en deux morceaux. La période Bongo Père, je la prends par la fin, avec tous les dégâts qu'il y a eu. Parce que, comme je l'ai dit à la dernière émission, le père Bongo lui aussi a laissé traîner plein de casseroles. Mais il a au moins eu le courage de s'adresser à nous avant de partir, comme tout bon père de la nation. Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde et quand il punira, il punira. C'est ce qui lui est arrivé. A contrario, son propre fils, qui le succède immédiatement, avait-il compris cet avertissement du père? Pas du tout, il est venu faire pire. Mais vous allez voir la ressemblance entre les deux, le père et le fils. Dernier congrès du PDG 2023, là, ça l'annexe. Chers compatriotes, je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai fait 5 ans hors du pays. Maintenant, je suis revenu. Je veux me mettre entièrement à la disposition du pays. À qui s'adressait-il? La première question qui a été posée par tout le monde, c'est mais pendant ces 5 ans, qui dirigeait le pays? On nommait des ministres, des vice-présidents, des ministres d'État et que sais-je encore. Il y a même des directeurs de cabinet qui se sont permis de faire des tournées interprovinciales alors qu'ils n'en avaient ni les qualités, ni les compétences, encore moins.
encore moins les prérogatives de puissance publique, parce que être un président de la République, il faut être élu. Hein? On n'avait pas, on a vu tout ça. Où étaient les institutions? Tout le monde s'est tu, tout le monde s'est plié. Nous regardons le problème lié à ce procès. Parce que c'est ça dont nous parlons. Où étaient toutes les institutions du pays? Pendant que tout ça se passait sous leurs yeux. Pourquoi ne se sont-elles pas prononcées? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous avions une assemblée constituée, Parlement, avec ces deux chambres. 145 ou 180 députés là-bas, 102 sénateurs. Mais quand même, il fallait qu'il y ait quelqu'un là-dedans pour dire, ah non, mais ça ne peut pas continuer. Ils ont accepté. Je le dis pourquoi. C'est eux qui votent les lois dans le pays. C'est eux qui accordent au gouvernement des facilitations. C'est-à-dire en votant le budget, en leur disant, bon, ok, nous validons votre budget, vous devez faire ceci ou cela. Ils se sont tus. La Cour constitutionnelle, n'en parlons plus, c'était le désordre absolu. La Cour des comptes a préféré fermer les yeux. Le Conseil d'État a fermé les yeux. La comptabilité publique, c'est-à-dire l'inspection des finances et toutes les autres institutions, comment vous l'appelez, la Commission nationale de lutte contre l'enlisme illicite, a fermé les yeux. On faisait semblant de travailler alors qu'on tournait en rond. C'était un cercle vicieux, simplement pour satisfaire les égos des uns et des autres qui avaient été placés à ces postes-là. Mais la réalité, derrière tout ça, c'est qu'il n'y avait aucun travail qui était fait. Donc, si tout le pays a plié devant les caprices d'une famille, mais je crois que lorsque nous faisons ce type de procès, il ne faut pas simplement regarder ceux qui étaient dans l'entourage immédiat d'Ali Bongo, de sa femme et de son fils. Il faut regarder le fonctionnement de l'État pendant les 2 mandats d'Ali Bongo. Exactement. Ouais. Pourquoi? Je vous prends des exemples bêtes. Les emplois obligataires, ce n'est pas Noureddine qui les engageait. C'est le gouvernement gabonais. Tout à fait. Qui engageait l'État gabonais. Les prêts auprès de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD, ce n'est pas Noureddine et sa petite équipe de voyous. Du bien de l'AFP. De l'AFD. L'AFD, voilà. C'est le gouvernement gabonais. Sous la conduite de qui? D'un chef d'État reconnu. Même si nous, Gabonais, nous savions qu'il était physiquement amorti. Et que lui-même l'a reconnu publiquement au cours du dernier congrès du PDG auquel il a assisté. Donc, les véritables questions que nous devons nous poser, c'est pourquoi ce projet, pourquoi ce procès intervient en ce moment et quels sont les arrière-plans de ce procès? Moi, je peux pouvoir répondre un peu. Le projet intervient à la suite du coup de libération. Exactement. Parce que c'est d'abord le coup de libération qui est le coup de semence annonciateur des changements qui sont en train de s'opérer devant nous tous. Maintenant que la transition est en train de finir, il y a eu un président élu, je dirais même plébiscité par tous les Gabonais, toutes les institutions ont été mises en place. Vous savez qu'il y a déjà la nouvelle assemblée, le Sénat et tout. Bientôt, on attend la mise en place du gouvernement. Bon, certains kidams qui dirigent aujourd'hui nos institutions vont être remplacés parce que, bon, on ne sait pas trop bien le rôle qu'ils ont joué pendant la transition, mais il faudra bien qu'on les change. Si on les reconnaît, ça veut dire qu'ils méritent d'être là, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, en 2026, nous aurons toutes les institutions mises en place. Le nouveau gouvernement et tout ce qui va avec. Ça veut donc dire que c'est dans la droite ligne de la poursuite de cet objectif que ce procès se tient. Ce procès aussi a eu le mérite de mettre en évidence, n'est-ce pas, les caprices, les fantaisies, la fantasmagorie du pouvoir. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs de certains de nos compatriotes et de la Légion étrangère qui s'est ajoutée à eux. Parce que, rappelez-vous, M. Bouka, moi je fais partie de ces Gabonais qui, déjà en 2011, interpellèrent le président Ali Bongo pour lui dire « Ah, mon frère, fais attention avec ta Légion étrangère. Si toi tu ne vois pas, nous on voit. Un jour on va le regretter. » Nous en sommes là. Laissez-moi terminer. Oui. Alors donc, ce procès a eu le mérite de mettre en lumière les dysfonctionnements de l'État gabonais. Tout à fait. Ça veut donc dire que tout ce qui
dans notre pays exercent quelques fonctions de pouvoir et qui ont une voix qui porte, devraient revoir Tout à fait. une série de choses, y compris la nouvelle constitution. Parce qu'on ne dit pas assez, mais ce procès va nous permettre de voir les limites de la nouvelle constitution. Ouais. Parce que nous parlons du procès Sylvie Bongo, Valentin et autres, mais Ali Bongo, vous le mettez où? Même s'il jouit d'une sorte d'immunité par son insultation, mais n'empêche que c'est lui qui dirigeait le pays, et que tout ce qui se faisait en son nom, parce que c'est lui qui était le président en poste. Le prince n'aurait jamais pu agir de la manière dont il a agi si il n'était pas le fils de l'autre et que son père était en poste. Pourquoi les Gabonais veulent l'oublier? Sylvia Bongo n'aurait jamais pu agir de la manière dont elle a agi si ce n'était pas son mari qui était en poste. Donc il faut rassembler un certain nombre d'éléments, faire la part des choses et dégager ce qui me paraît essentiel. Ce qui me paraît essentiel, c'est que ce procès a eu le mérite. Et là, il faut féliciter le président Oligui, parce qu'on n'avait jamais vu ça dans notre pays. Nous en savons des tonnes et des tonnes de choses qui sont passées bien avant. Mais lui, il a eu le mérite de mettre ça aux yeux du peuple et en mondovision. Ça veut dire qu'il y a une volonté derrière. Bon, maintenant que certains de nos compatriotes s'arc-boutent sur des vidéos, TikTok et autres qui passent, moi je regarde l'essentiel. Essentiel, tout à fait. Qui pouvait le faire en dehors du président de la République? Il l'a fait. Pour moi, c'est un très bon point. Parce que ça va l'amener lui-même d'abord à se remettre en question, mais d'aller plus loin, puisqu'il a mis l'affaire aux mains de la justice. Les magistrats, les juges, la justice gabonaise, aujourd'hui, ne dira plus qu'on ne nous laisse jamais travailler, nous ne sommes pas indépendants, nous sommes conditionnés. On vient de vous donner l'occasion de prouver que vous pouvez au moins, pour une fois, dire ce que vous pensez, sans peur des conséquences. Exactement. Et ça a été fait. C'est déjà une première page. C'est une très grande avancée, c'est une avancée, bien sûr. Nous attendons le deuxième pas. Nous attendons peut-être le troisième parce qu'un proverbe populaire dit il n'y a jamais 203. Tout à fait. Donc je m'arrête là. Les prochains développements me permettront de... Monsieur Cleva, j'ai cru voir que vous vouliez réagir au propos de monsieur... Je voudrais renchérir sur un aspect qu'il a soulevé relatif à une des dernières phrases célèbres du président Omar Bongo, qui d'ailleurs y rendait hommage dans cette lucidité qu'il a eue en disant que Dieu ne nous a pas laissé, ne nous a pas permis, nous a pas donné le droit. Ce que nous sommes en train de faire. C'est un père qui dit au revoir à ses enfants. C'est vrai, mais je vais être critique pour la première fois par rapport à cet hommage qu'il lui est souvent rendu. Dans ce propos, le président Omar Bongo ne demande pas pardon au peuple. Mais c'est quand même une sorte de mea culpa, quelque part. Quand il dit nous, oui, mais c'est pas tous les Gabonais qui ont géré le Gabon. C'est d'abord lui qui a pris les décisions. Il n'a pas demandé pardon au peuple gabonais pour tous les détournements des deniers publics qu'il a laissé faire. Il n'a pas demandé pardon des crimes, des assassinats qu'il a perpétrés. Il n'a pas demandé pardon à la famille Germain Banguema. Il n'a pas demandé pardon à la famille de Despenaux. Il n'a pas demandé pardon aux différents hommes politiques qui ont été assassinés et dont les familles auraient peut-être voulu, de sa part, un geste, un mot. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire. Il avait l'âge de le faire. Ensuite, il s'est néanmoins employé à laisser Ali Bongo prendre le pouvoir. Donc, il nous a servi, en fait, un dictateur à la suite de son régime. Car s'il avait voulu qu'Ali Bongo ne soit pas son successeur, il aurait pris les dispositions. Il ne les a pas prises. Il a voulu qu'un Bongo succède à un autre Bongo. Mais on avait quand même la Constitution qui disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président du Sénat qui devait prendre... voilà, on a quand même eu... Et il y a un président du Sénat qui a assuré l'intérim avant les élections. Non, je comprends la critique que mon ami formule. Mais je vais terminer. Allez-y, terminez. Mais on a pris soin d'écarter Koniké. Comme par hasard, on écarte Koniké du Sénat pour mettre Mme Bogombe, qui était donc une femme lige. Voyez-vous? Donc toutes ces manœuvres que le président Bongo a eu à faire peuvent tromper les esprits qui ne sont pas sagaces.
Mais nous disons que c'était de l'esbrouf. L'homme n'est pas allé au fond du mea culpa. Il n'a pas pris les dispositions pour corriger les erreurs qu'il avait commises et il a laissé son fils prendre le pouvoir. Donc moi, je ne reconnais pas ce mérite-là au père Bongo. Je ne reconnais pas ce mérite. Avec ta permission, s'il te plaît. Je ne te coupe pas. Non, garde tes idées. Non, monsieur Bouka, vous savez, moi, ceci, je n'aime pas indexer. Quand je veux dire des choses, je les dis de manière claire pour être compris. Quand je prends cet exemple, j'ai bien dit, son propre fils n'a même pas été capable de comprendre ce que son père voulait dire par là. J'entends dire ceci. Bongo a fait un mea culpa. Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Privat, il ne s'adressait pas à toi ou à moi. Il s'adressait à ceux avec qui il a gouverné. Je regrette. Il ne pouvait pas s'adresser à moi. Moi, j'étais un simple citoyen, donc n'ayant jamais gouverné, je ne suis pas concerné. Il s'adressait aux gens avec qui il a dirigé le pays. Il s'adressait aux gens avec qui ils ont concocté la constitution gabonaise de sorte que, sous les oripeaux d'une république, nous vivions en réalité dans une monarchie. Parce que la passation, n'est-ce pas, héréditaire dont vous parlez, elle n'intervient que dans les monarchies, monsieur Privat, de père en fils. Et vous savez que le coup de la libération, c'était pour éviter qu'on aille de père en fils et en petit-fils. Et la Constitution l'a bien sûr consacré. Alors, à partir de ce moment, posons-nous les vraies questions. Quels sont les Gabonais qui estimaient que le Gabon était un royaume et que ça leur appartient? Parce qu'il faut poser les vraies questions. Jusqu'à l'heure où nous parlons, monsieur Privat, vous et moi, monsieur Bouka, vous savez qu'il y a des Gabonais qui estiment que le Gabon est leur affaire, c'est un royaume qui leur appartient, il n'est pas question qu'ils le cèdent à d'autres personnes. À partir de ce moment, moi je crois que Bongo, père, que Dieu ait son âme, en le disant publiquement, et c'était au cours d'une cérémonie solennelle, la présentation des vœux, il savait à qui il s'adressait. Le peuple n'était que l'écho en relais du mea culpa du président devant les gens qu'il a fabriqués. Voilà comment moi je vois la chose. Maintenant, son fils fait partie de la fabrication du père. D'abord, sur le plan, c'est son géniteur. Sur le plan bien. Et sur le plan politique, c'est encore le père qui le fabrique politiquement. Personne n'ignore que Ali Bongo voulait être musicien. Il a d'ailleurs fait des spectacles ici avec Jimmy Ondo et tout ça. Donc lui, c'est la musique, le sport et autres qui l'intéressaient. Bon, le père étant président, on l'a conduit là-dedans. Il dit, écoute mon petit, un jour ou l'autre, je serai fatigué. Il faut bien que quelqu'un dans la famille... Bon, il en est arrivé là. Mais si nous regardons, parce que vous nous amenez à faire une analyse, mais si nous regardons les différents textes, les textes du PDG et la constitution gabonaise, il n'était pas prévu un dauphin au président de la République. Même dans le PDG, il n'y avait pas de dauphin. Parce qu'à cette époque, la PDG avait combien de vice-présidents? Moi, je suis PDGiste. Il y en avait 5. Vous voyez? Donc, lorsque nous posons le problème sous cet angle-là, je peux comprendre qu'il n'a pas demandé pardon au peuple gabonais. Je suis d'accord avec vous. Mais lui s'adressait aux gens qui gravitaient autour de lui. Et qu'il a promu. Et dont il a fait des barons dans ce pays. N'est-ce pas? Il ne s'adressait pas à des pauvres types comme Obianzo. Ou à M. Privat. Ce qui veut donc dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le procès, regardez bien la similitude des faits. Le procès qui vient de retentir plus d'une semaine, tous les Gabonais ont suivi à Mondovision, mais c'est le procès de qui? C'est le procès de ceux qui gravitaient autour d'Ali Bongo. Et non d'Ali Bongo lui-même. Ouais. Et non Ali Bongo lui-même. Donc effectivement, on peut établir un parallèle. On peut établir un parallèle. Alors, ça veut donc dire qu'on peut aller plus loin si on veut pousser l'analyse. Oui. Mais moi, je préfère la circonscrire aux leçons qu'on peut tirer de ce procès et comment faire pour qu'on avance. Parce que moi, je pars toujours du principe que je fais partie de ceux qui ont élu Oligingima à la tête de l'État. Je ne l'ai pas élu comme nous tous, pour des mini-cancans ou des histoires de famille. Je l'ai élu pour qu'il gère le Gabon et sur la base d'un programme que je suis capable de comprendre et peut-être lui apporter mon aide chaque fois qu'il se trouve un peu en mal.
Tout à fait. C'est ce que nous faisons. Et à l'endroit de nos compatriotes, nous leur apportons un peu de pédagogie. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez les commentaires, ça va dans tous les sens. Au point qu'on ne sait plus qui a raison, qui a tort. En fait, ce que nous recherchons, ce n'est pas la raison, ni qui a tort. C'est le juste milieu parce que nous avons des choses à faire avec le président Olivier. Nous voulons que le pays avance. On ne va pas tout le temps nous distraire avec des mini-cancans, des histoires de clans, des histoires de famille. Nous sommes 56 ennemis au Gabon, mon cher ami. Chacun d'entre nous a une famille. On va progresser. On a quasiment fait déjà le tiers de notre temps sur le contexte historique. Je vais laisser juste un dernier passage à M. Ngomo. Et ensuite, nous allons passer à deuxième point de notre émission. Oui, je comprends fort bien la lecture de mon grand frère Nestor, mais je reste ferme sur le fait que ce n'était pas vraiment un mea culpa sincère. Non, je vous ai dit, je suis d'accord avec vous, il n'a pas demandé pardon. Puisqu'il n'a pas demandé au peuple gabonais, il n'a pas demandé pardon aux familles des victimes, d'accord, son politique, ses opposants qu'il a assassinés, j'ai cité quelques noms. Il n'a pas restitué tout l'argent qu'il a volé. Car lorsqu'on demande pardon, après il faut passer aux réparations, aux corrections. Il ne l'a pas fait. Et il a laissé, même si les textes... Il faut préciser au passage qu'il y avait déjà le fameux procès des biens mal acquis en France. Voilà, donc, effectivement, donc c'est dit qu'il y avait des éléments objectifs sur lesquels j'aurais pu dire oui. Ce que la France dit là-bas, ce que Grégory Gominza, dont je veux louer le courage, père son âme, disait n'était pas faux. Et donc je m'engage à restituer au peuple gabonais ce que j'ai volé. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et mieux, Ali Bongo, qui pendant 10 ans a été le ministre de la Défense nationale, s'est assuré d'avoir la loyauté et la fidélité de l'armée pour prendre le pouvoir. Donc pas besoin d'écrire le Dauphinat dans les textes. Le Dauphinat était préparé de manière pratique. Le ministre de la Défense nationale disposerait de l'armée pour s'imposer, d'autant qu'il est vice-président du parti. On est là dans le factuel. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, moi j'en veux beaucoup au président Omar Bongo pour la mauvaise gestion qu'il a faite de notre pays, malgré toutes les richesses du Gabon. J'en veux beaucoup au président pour avoir refusé un véritable mea culpa, une véritable restitution, un pardon sincère. J'en veux beaucoup au président Bongo d'avoir laissé son fils prendre le pouvoir et donc de poursuivre finalement son œuvre de désagrégation. Ça, c'est la première chose que je tenais à dire par rapport au contexte. Maintenant, Ali Bongo prend le pouvoir et il n'a pas son père qui lui a demandé justement de changer. Il a relevé. Sauf que nous disons différemment. Si le père avait vraiment demandé pardon, il aurait dit à son fils que si tu prends le pouvoir, de grâce, ne fais pas comme moi j'ai fait. Un peu comme quand David donne des conseils à Salomon. Bon, non. Le fils a suivi la lignée de son père. Et il a fait pire. Il a fait pire et heureusement que le coup de libération est venu mettre un terme à la régence des Bongo. On dit pas Valentin, puisque depuis 2018, Ali Bongo était hors sol. Hors sol, il ne gérait plus le Gabon. C'est sa famille qui gère le Gabon. Alors arrêtons-nous un instant là-dessus. Il a dit que toutes les institutions du pays qui auraient dû, conformément à la loi de notre pays, se lever pour apporter la correction nécessaire qui s'imposait, ces institutions n'ont pas bougé. Moi, je suis assez bien placé pour savoir que quand, précisément le 8 février 2019, j'ai fait une vidéo où j'exigeais la vacance du pouvoir et je demandais à chaque Gabonais de faire la même chose, car les Gabonais ont aujourd'hui des smartphones. Ils ont TikTok, ils ont Facebook, ils ont WhatsApp. Ils auraient pu faire une vidéo pour montrer qu'ils sont attachés au respect de la Constitution, je pense à son article 11, et qu'il fallait procéder à la vacance du pouvoir. Combien de Gabonais se sont manifestés? On peut attaquer les institutions, on peut attaquer ceux qui sont des institutions, mais le peuple citoyen, il a aussi sa part de responsabilité. Qu'a-t-il fait pour faire respecter la loi de son pays? Mais il n'a rien fait. Les personnes qui manifestement se sont levées, je les ai encore en mémoire, c'est moi, je l'ai fait le 8 février 2019, je pense avoir été le premier à l'exiger dans une vidéo, et je n'ai pas été très suivi par les Gabonais. Quelques activistes ont eu à faire la même chose. Ensuite, Madame Laurence Ndon, que je salue, elle également avait fait une vidéo qu'elle avait intitulée, je crois, Appel à la Nation. Nous étions là le 23 ou le 24 février 2019. Il y avait le père Miboto, qui avait également fait une vidéo depuis sa maison, car il ne voulait pas faire un mélange entre la fonction de président de l'Union nationale qu'il occupait
et sa propre position. Il a exigé la vacance, il avait dit, de la présidence de la République. On peut encore aller vérifier sur YouTube. C'est ce qu'il avait demandé, le père Miboto, Zachary. Et il y a eu appel à agir, donc les 10 qui se sont levés, qui, eux, ont eu une action plus médiatique, car ils ont fait la chambre de commerce, ils étaient nombreux, mais ils n'ont pas été suivis par les Gabonais. Donc, on ne va pas toujours attendre que les autres fassent le travail. Quand nous tous, nous sommes citoyens d'une même nation, soumis à la même loi, et donc avons les mêmes obligations. Je trouve qu'il faut aussi faire une critique au peuple gabonais, qui est resté passif, qui s'est tu, et qui n'a pas voulu agir, qui ne s'est pas levé pour défendre la loi fondamentale. C'est une critique qu'il faut lui formuler aussi, à ce peuple gabonais, qui parfois attend que ce soit les autres qui fassent le triste boulot, la lourde charge à assumer, et puis lui, derrière, il viendra maintenant récolter la mise. Voilà, ce n'est pas une bonne attitude. Pour te répondre sur ce point avec lequel je suis d'accord. Juste une minute, parce qu'il faut qu'on termine avec ce premier. Mais là, vous me faites perdre des idées. Juste une minute. Non, moi aussi, juste une minute. Je suis parfaitement d'accord avec M. Privat sur ce point. Le problème est le suivant. Lorsque nous avons un pays où les institutions sont viciées, dites-moi comment faire pour atteindre ces institutions. Vous avez fait des vélocités. Madame Laurent a fait ceci, M. Miboto a fait ceci. Ont-ils été écoutés? Le peuple a-t-il suivi? Pourquoi? Pourquoi? Posons-nous aussi la question, pourquoi le peuple n'a pas fait? Mais ce même peuple aujourd'hui est celui-là qui demande la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Ça veut dire que lors de la dernière émission, nous qui parlions de changement de mentalité, de paradigme, je vous avais répondu en vous disant que le changement de mentalité ne s'opère pas du jour au lendemain. Il est progressif. L'exemple que vous donnez, il date de 2019, nous sommes en 2025. La progression dans le temps vous montre que ce même peuple, hier, qui était à fond, aujourd'hui, parle et exige la transparence, la justice. Les contextes ont changé. Les contextes ont changé. C'est tout ce que je voulais relever. Très bien, parfait. Alors, donc, il était important pour nos téléspectateurs qu'on puisse effectivement fixer donc, le contexte de ce procès, donc au niveau... dans le passé, dans le présent, mais également effectivement pour mieux prévoir donc ce qui va se passer par la suite en termes de prospective, projection prospective. Voilà. Alors donc après avoir donc fixé donc le contexte, je crois que là on va en venir maintenant au vif même du sujet, parce que on va regarder un peu quelles étaient on va dire les personnes en présence, donc les acteurs en présence. Alors, on a parlé de Sylvia Bongo et de son fils Nourdine Bongo, mais il y a que, à côté, il y a deux personnages qu'on a qualifiés de co-accusés, mais également des personnages qui sont plus ou moins impliqués, d'accord, dont on n'a pas forcément évoqué les noms, mais qui peut-être dans l'évolution des choses vont peut-être être cités à comparaître. Voilà, donc nous allons donc aborder le deuxième point, et là, je demande à la technique de nous introduire la deuxième vidéo, pour que nous puissions nous retrouver juste derrière afin de pouvoir échanger à ce propos. Tous ceux qui ont été cités dans ce dossier, que ce soit là-bas ou dans le cas de l'information judiciaire, seront bientôt convoqués et entendus par la justice. Il s'agit, Monsieur le Président, de Yann Koubdje. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Fabrice Anchoua Bongo Ndimba. Silence. Pascal Ogoé Sifon. Joseph Lapensée et Singon, ils ont été cités. Alain Claude Bilébizé et bien d'autres. S'il vous plaît, silence. Seront bientôt convoqués et entendus, Monsieur le Président, plusieurs directeurs généraux d'administration ainsi que les représentants légaux des banques BGFI, BICI, UGB Orabank, pour leur rôle joué dans le cadre de ce pillage inédit. Monsieur le Président, ce dossier n'est pas un simple dossier de prétoire, c'est un paysage. Un paysage où la superficialité remplace la réalité.
Un paysage où la République a été réduite en marionnette, Monsieur le Président, et dont les fils étaient détenus par un homme de l'ombre, Yann Ghislain Goulou, par un architecte financier, Mohamed Ali Saliou, et par un blanchisseur en chef, Abdoul Hosseini Oussa. Oui, Monsieur le Président, ce dossier est un paysage. Un paysage de bling-bling, de clinquant et d'extravagance. Mais c'est également, Monsieur le Président, un paysage de nid de poule, de délestage, de dispensaires sans médicaments, de matiti et d'écoles avec des effectifs pléthoriques. Orage au désespoir. Monsieur Ngoulou, Hosseini Oussa et Ali Saliou, savez-vous qu'il existe des enseignants de catégorie A1 qui n'atteignent jamais le million de francs CFA par mois, même après 25 ans de service? Voilà, donc on revient sur le plateau. Alors, suite à cet élément audiovisuel où voilà, on a vu le juge qui a cité des noms, et pas des moindres, quand même, voilà. Le procureur général, pas le juge. Le procureur général, je suis désolé. Ouais, donc le procureur général qui a cité des noms, et pas des moindres, quand même des gens parmi les plus proches collaborateurs, non seulement de Nourdine Bongo, mais également d'Ali Bongo, le président de la République de l'époque. Donc on a entendu un certain Yann Koubdje, Fabrice Andjoua, voilà, Alain-Claude Bilibinze, voilà. BGFI, voilà, et il a essayé d'évoquer les directeurs des banques, BGFI, Aura Bank, etc. En tout cas, les institutions par où passent, ou les circuits d'argent et autres. Donc voilà. Et puis à côté de ça, on a surtout les co-accusés, les principaux co-accusés, en la personne de Mohamed Saliou, donc voilà, Abdoul Hosseini Oussa, on a Yann Goulou, nous avons également Mvouranjami, il y a également Kim Un, d'accord, Jessie Ela Koga, voilà, donc voilà en fait les co-accusés dont on parle ici. Alors, donc ici, on va d'abord essayer de faire ressortir un peu, dresser un peu les portraits des accusés, des co-accusés. Monsieur Ngomo, je vais commencer par vous. Oui, là nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Oui. Les acteurs en présence. En fait, nous avons trois types d'acteurs en présence. Trois. Il y a les justiciables, et on va voir les différents niveaux. Il y a les justiciers, on voit aussi les différents niveaux. Et il y a le peuple qui a suivi. Le peuple au nom duquel la justice a été rendue. Bien. Commençons par les justiciables. Il y a dans les justiciables les accusés qui n'étaient pas présents et qui ont été condamnés par contumace. Il y avait les co-accusés, ils étaient 10. Il faut bien peut-être préciser le nom. Donc, Sylvia Bongo et son fils Nourdine. Je ne vais pas perdre mon temps en thème, parce qu'on le sait déjà. Donc il faut maintenant donner une analyse, j'allais dire, systémique. Donc il y a les accusés, il y en avait 2 qui ont été jugés par contumace et qui, de mon point de vue, ont snobé la justice gabonaise et l'ont méprisée. Et ont montré que finalement ils avaient une patrie de rechange. Bien, et c'est bien dommage pour les personnes qui avaient l'intention de se maintenir au pouvoir dans un pays dont aujourd'hui ils ne veulent plus reconnaître qu'ils portent la nationalité. Voilà pour ce qui est des accusés. Ensuite, il y avait les co-accusés, ceux qui ont des pays de rechange, je pense au Bénin, je pense à la Corée du Sud, mais n'ont pas pu partir, sont restés et ont subi la rigueur de la loi. Et puis il y avait les complices non comparus, car on a cité des noms, quelques noms, et on aurait voulu les voir comparaître, mais le procès s'est achevé. Mais, comme vous le soulignez tout à l'heure, le ministre des Finances
ou de l'économie, ou du budget, ou de... Le directeur général du budget, voilà. Le directeur du contrôle financier, le directeur général des douanes, des impôts, le TPG, oui. sont des ordonnateurs de crédit qui obéissent à l'autorité du président de la République. Et donc qui ont accepté la régence. Et on disait qu'il y a eu un dysfonctionnement. Ces personnes n'ont pas assumé le rôle pour lequel elles ont été nommées. La première vidéo parlait de circuit parallèle. Oui, ils auraient dû s'élever contre cela. Ils ont préféré se taire pour garantir simplement leurs petits avantages. Ces personnes sont méprisables. Elles doivent comparaître. Elles doivent nous expliquer pourquoi elles n'ont pas assumé leur rôle alors qu'elles ont été systématiquement payées. Ce procès n'est pas fini. Car il y a des complices qui n'ont pas comparu. Maintenant, je termine avec les justiciers. Les magistrats qui ont pris la parole, notamment le procureur et les avocats de l'État. Je suis quand même surpris de constater que pendant tout le temps de la régence de Sylvia Bongo Ondimba et la Young Team, ces magistrats qui disposaient des mêmes pouvoirs n'ont pas décidé justement d'attaquer les puissants de l'époque. Est-ce à dire qu'on manque de courage quand même la loi vous donne le moyen d'agir? Aujourd'hui, il y a des effets de manche, oui. Mais on aurait aimé que ce courage se manifestât lorsque, effectivement, les délits étaient commis. Ce courage n'a pas été manifesté. Et cela est à déplorer. On nous parle de magistrats corrompus dans notre système judiciaire. Un magistrat corrompu peut-il juger un agent corrompu? Je vous pose la question. Ça veut dire que dans même la justice... L'équation est ramenée à une chose très simple. Un corrompu peut-il juger un autre corrompu? Exactement. Sauf que un, là, il est justicier et l'autre est justiciable. Donc, nous envoyons un message. Il faut nettoyer les écuries de JAS. Il faut que la magistrature gabonaise se débarrasse des magistrats corrompus. Et eux-mêmes, ils les connaissent. C'est un travail qui doit être fait. Et c'est une leçon que nous tirons de la part des justiciers. La Cour criminelle spécialisée s'est réunie, mais elle aurait pu le faire à l'époque où ces crimes étaient commis. Pourquoi elle le fait bien après? Les magistrats manquent-ils de courage alors qu'ils sont protégés par la loi dont ils sont les garants? Voyez-vous, ce procès, comme disait mon frère Nestor, a effectivement la particularité de nous faire prendre connaissance, de nous faire prendre conscience de certaines choses qui sont fondamentales. Si nous sommes attachés à la loi, et c'est le cas des magistrats, nous devons de la faire appliquer, quoi qu'il nous en coûte. Or, souvent, les magistrats se sont tus et n'ont pas agi. Oh, mais je me souviens même, là, dans l'année, je crois, 2019 ou 2020, Dynamique Unitaire avait introduit une action contre Noureddine Bongo. Même le COPIL citoyen. Même le COPIL citoyen. Et même Georges Paga. Voilà. Comment les magistrats ont réagi? Aujourd'hui, ils veulent donner l'impression, effectivement, qu'ils prennent ce problème à bras le corps. Oui, on eût aimé qu'ils le prennent au moment où Dynamique Unitaire, le rôle BG et le COPIL citoyen avaient porté plainte. L'affaire avait été classée. Sans suite. Nous parlons des mêmes magistrats. Nous parlons des mêmes magistrats qui aujourd'hui donnent la leçon avec beaucoup d'effets de manche, avec beaucoup d'emphase. Bon. Je me réjouis que des questions fondamentales aient été abordées. Je me réjouis qu'on ait montré, justement, le mépris que les justiciables ont eu vis-à-vis de l'intérêt général. Que cela serve de leçon à ceux qui, aujourd'hui, ont l'intention de vouloir suivre la même voie. Je me réjouis que l'idée d'une prédation à des niveaux incalculables, exponentiels, ouais. D'accord? Je me réjouis que cette idée de prédation, les gens comprennent que cela est complètement inepte, inique, et que ça ne rapporte rien. 2 milliards de détournés détournés en 8 ans. Mais qu'est-ce que vous allez en faire véritablement quand à côté d'autres ont besoin d'un minimum?
Et je précise, dans le même temps, l'ancien président Ali Bongo avait bloqué, là je parle, là c'est vraiment sur la tête du fonctionnaire que je suis, ils ont bloqué les avancements automatiques des fonctionnaires disant qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous allons entrer là-dedans, nous allons expliquer. C'est quand même assez compliqué. Vous allez voir que des complicités, il n'y en a pas qu'au plan national, il y en a même au plan international. Bon. Et je vais le démontrer ce soir, ici, sur votre plateau. Mondovision. Alors moi, je vous écoute. Bien. Mais merci beaucoup. Alors, pour reprendre ce qu'il disait, je crois que ce procès a eu le mérite de mettre en évidence des choses sur lesquelles nous tous, peuple gabonais, donc justiciables, la justice elle-même et toutes les institutions de son pays se sont tues, ont préféré faire comme l'Autriche. Lorsqu'il est en danger, au lieu de cacher tout le corps, c'est la tête qu'il va cacher sous le sable. Mais si tu as tout le corps de l'homme, on peut toujours te zigouiller, et c'est ce qui arrive. Il y a le couperet qui est tombé. Non, ce que je veux dire, c'est que, partant du fait que l'on empruntait, n'est-ce pas, Banque mondiale, FMI et autres, pourquoi les institutions internationales qui font des revues trimestrielles ou semestrielles pour venir vérifier l'utilisation des fonds qu'ils nous prêtent, n'ont pas pu se rendre compte que l'argent qu'ils nous prêtaient ne servait pas du tout pour les projets auxquels nous avons souscrit, mais servait pour les caprices d'une famille. Je le dis, j'en fais la démonstration. Comment obtient-on un prêt auprès de la Banque mondiale? On adresse à la Banque mondiale ce qu'on appelle une lettre d'intention. Lettre d'intention dans laquelle vous précisez les projets prioritaires que vous voulez réaliser, les montants au cours actuel des devises que vous utilisez dans votre pays, et vous leur dites la soutenabilité financière sur laquelle vous comptez vous appuyer pour rembourser. Parce que dans la dette, il y a deux pans. Il y a la dette, donc le principal, et il y a le service de la dette, donc les intérêts. Il faut que les économistes apprennent à nous expliquer des choses simplement, au lieu de nous faire des grandes théories. Comme ça, tout le monde comprend. Tout à fait. Simple. Lorsque vous allez à la banque prendre un crédit, M. Bouka, vous prenez par exemple 3 millions. La banque vous dit, oui, compte tenu de votre salaire, je peux vous accorder 3 millions, mais vous me rembourserez les 3 millions avec un taux d'intérêt peut-être de 12-14%. Et sur telle période. Vrai ou faux? Vrai. Tout à fait. C'est le même principe avec la Banque mondiale, avec les organismes financiers internationaux. À part que là maintenant, c'est un État qui va s'adresser à ces organismes-là. Et donc, l'État doit donner des garanties suffisantes. Et ces garanties sont prescrites dans le manuel qui est élaboré chaque année par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, même la BAD. Chaque année, ils envoient aux financiers gabonais les nouvelles règles de gestion. Même la CEMAC et la BAC le font. Exactement, tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas aller prendre l'argent comme ça s'il n'y a pas de garantie. Bien. Maintenant, pourquoi ces organismes ont continué à prêter de l'argent au Gabon, sachant que l'argent ne servait que pour une famille. Entretenir les caprices, les fantasmes d'une famille. Là-dedans, il y a deux réponses à donner. La première réponse, c'est que tous les membres du gouvernement, parce que le gouvernement fonctionne sur la base de la solidarité, n'est-ce pas? La collégialité, la solidarité et la responsabilité. Il ne faut pas fuir les mots. C'est des lois écrites. Ce n'est pas des lois non écrites, ce n'est pas des réseaux souterrains. Les gouvernements de l'époque qui engageaient l'État gabonais, il y avait bien un ministre des Finances, un ministre du Budget, qu'on a par la suite appelé le ministre des Comptes publics ou quoi, là, mais c'est la même chose, la même finance, budget. Le plan n'existait plus. Les autres membres du gouvernement qui étaient, n'est-ce pas, partis prenants dans les projets que l'on soumettait à ces organismes financiers internationaux, étaient, c'est ce qu'on appelle en droit, étaient responsables in solidum. C'est-à-dire, ils sont solidairement responsables des décisions prises en Conseil des ministres. Personne n'y échappe. Parce que tous ont été en Conseil des ministres, ont accepté, ils ont acté ce qui a été arrêté comme décision. Où sont-ils? That is the question. Bien, je lui réponds pourquoi. Parce qu'il a évoqué la chose tout à l'heure. Moi, je comprenais très bien ce qu'il disait. Mais, je dis, si nous faisons rapidement ce rappel, c'est pour dire, attention, ceux que nous avons vus lors du procès, moi, je peux les qualifier de petites mains
c'était des exécutants, certes d'un certain niveau, mais c'était quand même des petites mains. Ce n'est pas eux qui engageaient l'État gabonais dans des emprunts obligataires, dans des prêts auprès du FMI, de la Banque mondiale et tout. C'était ceux qui représentaient et qui avaient la signature au niveau de l'État. Exactement. Donc, quand vous mettez les deux, de crédit. Lorsque vous mettez les deux, il faut faire ressortir ceux-là. Parce que c'est vrai, comme disaient les Romains, lorsque le peuple est mécontent, donner du pain et des jeux, et après, bon, ça calme les jeux. Oui, on a donné des jeux. Mais derrière ces jeux, il faut aussi que ceux qui parlaient au nom du Gabon viennent répondre. Tout à fait. Les actes qu'ils ont posés. Voilà la démonstration faite. Parce que quand on nous dit, je l'ai dit lors d'une dernière émission, que le Gabon est un pays pauvre, le Gabon est un pays endetté, et l'indice Bloomberg a dit que nous sommes le pays le plus corrompu au monde maintenant, et patati patata, mais soyons sérieux. Voilà un président de la République en la personne de Brice Clotaire Oligui-Nguema qui prend le courage en mondovision de démontrer que, mais enfin, moi lorsque j'arrive, je vous dis, je vais honorer la dette du Gabon. Mais regardez comment l'argent que vous prêtez au Gabon a servi. Ça, je vous le montre, c'est au maître de la justice. Vous ne pouvez plus me mettre en doute. Peut-être vous croyez que je veux jouer des tours politiques, mais là au moins c'est la justice gabonaise. Et c'était une cour spéciale. Cour criminelle spéciale. Ouais. Mais si vous doutez de moi, mais allez, ils ont ces éléments-là, et ils ont même rendu des jugements. Donc vous avez là maintenant des bases suffisantes pour comprendre pourquoi je vous dis, moi cette dette-là, elle ne me paraît pas claire. Parce que vous aussi, vous êtes complice de la situation. Vous saviez bien que ça ne servait pas pour les projets du Gabon. Et vos résidents ici qui venaient faire des tours, vous racontez des histoires à dormir debout. Puisqu'ils avaient tout le loisir de regarder si les projets avaient été mis en exécution ou en cours de réalisation. Voilà une première démonstration. La deuxième démonstration que je voudrais faire, c'est quand même d'appeler l'attention de nos décideurs publics. De ce que le procès qui vient de se tenir a eu encore d'autres mérites. L'autre mérite, c'est de nous réveiller, nous autres, là, qui attendions depuis longtemps ces moments-là. Parce que ça fait plus de 20-30 ans, nous en parlions déjà, même étant étudiants. Nous en parlions déjà. Oligui nous donne l'occasion de lui dire maintenant, mais, Monsieur le Président de la République, non seulement nous t'avons élu, mais toi tu nous offres l'occasion de répéter ce que nous avons déjà répété il y a 30 ans. Vous venez de citer toute la ligne des gens qui étaient des sonnets d'alarme, n'est-ce pas? Personne ne nous écoutait. Mais ce sont cette même justice qui classait les dossiers, qui aujourd'hui se sent un peu forte parce que la Constitution lui donne une certaine autonomie de décision. Mais on peut se poser la question, c'était à la demande de qui? Voilà la vraie question, à la demande de l'État. Ça veut donc dire que c'est le président de la République, en sa qualité de chef suprême de la magistrature, qui a éprouvé le besoin de clarifier la situation. Quoi que l'on dise, il a dit non, écoutez, moi, cette affaire m'embête, il faut que ça passe par vous. Jugez-moi ça. Bien ou mal, jugez-moi ça. Parce que le peuple a besoin de savoir ce qui se passait ici. Et les contingences, les pressions que j'ai dû subir, j'ai dû parfois surmonter des dilemmes cornéliens. Parce que beaucoup de gens, quand ils en parlent avec légèreté. Mais ils ne savent pas ce que c'est la charge d'un chef d'État. Mon cher ami, moi j'ai eu l'occasion de l'approcher de près, 1 ou 2 fois. Mais je vous assure que ce monsieur-là, je me demande, même s'il dort 2 heures de temps par jour. C'est lourd, c'est une charge. Je vous assure, c'est lourd. Toutes les 10 minutes, il y a tel ministre qui est là. Non, il y a un ambassadeur qui est arrivé, il y a tel ambassadeur. Mais le pauvre, je ne sais pas comment il fait. Hein. Donc c'est dire aux Gabonais que c'est bien. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais encore que cela, nous le devons à Brice Clotaire Oligui-Nguema qui nous donne la possibilité de parler librement. Personne n'est allé en prison sous Brice Clotaire Oligui-Nguema parce qu'il a parlé librement. Moi, nous le faisons à Mondovision. Personne d'entre nous est en prison. Donc il faut regarder les différents pans d'une situation afin de voir le côté qui nous paraît le plus essentiel. Moi, je crois que le côté qui nous paraît essentiel, c'est que ce procès a dévoilé aux Gabonais comment la République fonctionnait dans le système Bongo. Maintenant, nous espérons que le système Oligui qu'il est en train de mettre en place ne fera pas les mêmes erreurs. Et nous l'exhortons simplement, nous qui l'avons voté, qui le soutenons, disant, Monsieur le Président, c'est toi qui a dit qu'on fasse ce procès-là. Mais tu as vu maintenant, ça vous le dit à tout le monde. Donc,
On t'a voté pour ça. Tiens-toi à ça. Ne te laisse pas distraire par les mini-cancans et tout ce qu'on raconte à gauche et à droite. Il y a des gens qui sont activés à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays pour distraire les Gabonais qui ne sont pas déjà très occupés parce qu'ils sont d'autres centres d'intérêt. Il faut donc rester sur la trajectoire que vous avez déjà tracée depuis la transition et qui a fait qu'on vous vote. Voilà ma position. Très bien, monsieur Bien. Alors, une dernière question, toujours sur la partie concernant les acteurs en présence. Monsieur Ngomo, quel commentaire faites-vous des verdicts qui ont été donc prononcés à l'encontre des accusés, mais également des co-accusés? On parle par exemple là concernant Madame Sylvia et Monsieur Noureddine. Donc tous deux ont été reconnus coupables et condamnés par contumace à 20 ans de réclusion criminelle avec un mandat d'arrêt. On parle de 100 millions de francs CFA d'amende. Ils sont également condamnés à payer, pour ce qui concerne M. Noureddine Bongo, 1201 milliards 546 millions 200 142 francs au titre des fonds détournés. Et Mme Sylvia, 56 milliards 610 millions 684 016 francs CFA au titre des fonds détournés. Voilà. Et les deux, solidairement, sont condamnés à payer 1000 milliards au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Voilà. Monsieur le Président, avant que vous preniez la parole, je voudrais d'abord faire une précision. Qu'est-ce qu'on appelle une condamnation par contumace? Parce que nous autres Gabonais, nous utilisons parfois des termes sans les comprendre. On condamne quelqu'un par contumace lorsqu'il a eu un appel à comparution devant la justice et qu'il n'est pas venu. Il ne s'est pas présenté. Donc, le jugement est rendu en son absence. Qu'est-ce qu'on appelle réclusion criminelle? Parce qu'il faut que les Gabonais comprennent ces notions-là. Ce n'est pas en parler seulement comme ça. Les magistrats sont là pour nous, ils peuvent nous expliquer. Vous avez des conseils, vous pouvez aller vous demander. Bon, le mieux, c'est quand même d'avoir un précis d'allos pour connaître ce que ça c'est. Tout à fait. Réclusion criminelle, ça veut dire qu'ils sont condamnés à 20 ans de prison ferme. Il n'y a pas de sursis. Et le jour où on met la main sur eux, sans famille. Au Niouf, direct. Mandat d'arrêt. Ouais. J'avoue qu'il me manque un adjectif. International. Voilà. Mandat d'arrêt, ça veut dire que le Gabon étant membre de la Cour internationale de justice, membre de la Cour internationale de justice, membre de la CPI, membre de Interpol et autres, peut lancer un mandat d'arrêt international contre ces gens-là. Et le jour où on les pince, ils viennent faire la prison ici. Malgré leur double nationalité, malgré les protections dont ils jugent en France. Parce qu'ils ont été condamnés ici au Gabon pour avoir dirigé l'État gabonais, pas l'État français. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas que nous aussi, nous laissions piétiner tout le temps par la France. Si elle est dans son désordre, dans ses incohérences juridiques, nous, on a fait l'école chez eux. On en sait un peu plus. Très bien. Merci, M. Bien, pour ces petites précisions. Alors M. Gogo, mais tout c'est important. Je trouve qu'il a bien fait, d'abord, de préciser ces différentes notions, puisque nous avons une vocation pédagogique dans ce débat, c'est très important. Et moi, je me réjouis des sanctions et des verdicts qui ont été pris à l'encontre des accusés et des co-accusés. Et je suis pour que, s'agissant des accusés qui ont été condamnés par contumace et qui ne sont pas sur le territoire national, il faut que l'État gabonais fasse appliquer la loi. C'est-à-dire que Sylvia Bongo Ndimba et son fils Noureddine Bongo Valentin doivent faire la prison au Gabon. C'est-à-dire que le mandat d'arrêt international doit être lancé et nous devons demander une extradition de ces deux personnes au Royaume-Uni. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, le Gabon doit absolument voir avec l'État frère, la monarchie britannique, dans quelle mesure les personnes qui ont été condamnées par contumace puissent rejoindre la terre où ils ont commis justement ces différentes infractions, ces délits, et purger leur peine. Car nul n'est au-dessus de la loi. Et s'il faut prendre des mesures diplomatiques dans ce sens, eh bien, il faut le faire pour que le peuple gabonais comprenne que ce n'a pas été une parodie de justice. Ça, c'est un point que je voulais soulever. S'agissant des co-accusés, ce sont des jeunes, pour la plupart, qui vont apprendre que la vie n'est pas simple et que tout ne se fait pas avec inconscience, avec juste le besoin d'assouvir une ambition financière et qu'il y a aussi l'intérêt de l'État. Que les jeunes apprennent, ceux qui veulent travailler dans le service public, qu'on ne s'y enrichit pas
qu'on y va par vocation, par sacerdoce. Et que si on veut s'enrichir, eh bien, on fait ses propres affaires dans le privé. Soit elles marchent, tant mieux. Vous êtes un self-made man ou bien un self-made woman. Et si ça ne marche pas, eh bien, c'est la faillite et vous êtes ruiné. C'est cela le double jeu quand on est dans le privé. Et non pas penser que c'est dans l'administration publique qu'on va s'enrichir. S'agissant maintenant des magistrats, et je vais finir par le peuple, qui est pour moi le dernier acteur, un acteur indirect. Les magistrats, je me réjouis du courage, entre guillemets, qu'ils ont eu, finalement, de mener à bien cette opération judiciaire. Simplement, je regrette qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Car il s'agit des mêmes magistrats, il s'agit de la même loi. Pourquoi, dans le temps de la Régence, ils ont fait preuve de peur, ils ont fait preuve de loyauté à l'endroit d'un système inique qu'ils auraient dû combattre. Donc, qu'ils tirent aussi la leçon. Qu'ils tirent la leçon que même les magistrats peuvent être courageux et risquer leur carrière pour faire triompher le droit. Pour faire triompher le droit. Ils ne l'ont pas fait. Pour faire triompher le droit et la justice. Parfaitement. Parce qu'ils la rendent au nom du peuple gabonais. Et quand on parle de ce peuple, je vais finir là, il a suivi avec beaucoup d'attention ce procès, qui a duré, je crois, 8 jours. Bien. D'abord, c'était une première, parce qu'on n'a pas l'habitude au Gabon de médiatiser les procès, et il s'agissait quand même des personnes qui ont été aux affaires, qui ont dirigé le Gabon. Et ce peuple est partagé entre ceux qui disent que c'est une parodie de justice et ceux qui, au contraire, sont contents de constater qu'on a rendu la justice en son nom et ils ont pu constater les mécanismes qui permettent justement de rendre la justice. Je vais donner mon opinion. Je pense que, oui, il peut y avoir une certaine insatisfaction qui peut laisser croire qu'il y a une parodie de justice parce que les accusés n'étaient pas à la barre, les principaux accusés. Parce que le président Ali Bongo n'était pas à la barre, car c'est son absence qui a permis la régence. Et cette régence qui a donné justement cette logique de loyauté et de peur de l'ensemble de l'administration gabonaise qui finalement n'a pas, par ses institutions et par ses hommes, fait respecter la loi. Donc, ce peuple peut penser qu'il y a une parodie de justice. Mais la transparence dont on a pu voir le caractère avec la médiatisation. Et je pense quand même que ça a été une volonté du président de la République. Car dans la tradition, on ne médiatise pas les procès. Mais le président, je pense, a voulu dire aux Gabonais, ceux qui pensent que nous sommes dans la parodie, ceux qui pensent que nous sommes dans la supercherie, se trompent. Tout n'est pas bien fait, c'est vrai, mais nous commençons. Et il faut savoir apprécier les petits pas. C'est un petit pas qu'il faut féliciter. Il n'y a pas eu de procès sous Léon Mba. Pourtant, les militaires sont morts en 1964. Ils ont été massacrés au camp Baraka. Il n'y a eu aucun procès. Il n'y a eu aucun procès sous Omar Bongo, malgré les assassinats qu'il y a eu. Et même sous Ali Bongo, avant qu'il n'ait son AVC, il n'y a eu aucun procès, malgré les massacres qui sont tenus en 2009. Donc c'est une première. Et il faut rendre hommage au président qui a bien voulu qu'il y ait ce procès, même si, de mon point de vue, il n'est pas achevé. Mais on peut déjà s'en féliciter. Très bien. Maintenant, quelles sont, je pense, les différents acteurs qui ont été présentés là, dans ce deuxième point, doivent tirer? S'agissant des accusés et des co-accusés, que ceux qui voulaient les imiter et qui sont peut-être encore dans l'entourage du président, ceux qui pensent qu'ils peuvent encore se servir des deniers publics en bénéficiant de la protection du président, ou de son parapluie, qu'ils sachent que l'ère de l'impunité est en train de finir. Je ne dis pas est fini, mais est en train de finir. Donc qu'ils ravisent leur position. Si vous êtes aux côtés du président et si vous avez des ambitions pour vous enrichir, quittez l'administration, quittez l'entourage du président et allez dans les affaires. Le Gabon vous offre des opportunités économiques et prenez le risque de réussir ou d'échouer. Mais ne vous dites pas
qu'en étant aux côtés du président, je vais m'enrichir en pillant les caisses de l'État. Ça, c'est une leçon qu'on envoie, en fait, à toutes les personnes qui aimeraient ressembler aux accusés et aux co-accusés. Les complices, ceux qui n'ont pas encore été cités, nous leur disons, vous étiez dans le même état d'esprit que les co-accusés. Vous avez même posé des actes comme eux. Mais vous n'êtes pas encore passé à la barre. Vous allez passer à la barre. Sauf si vous-même, vous prenez déjà l'initiative de rembourser l'argent que vous avez volé. Cela se fait, on appelle ça la mise en débat. Et ainsi, vous allez éviter l'opprobre de vous retrouver à la barre. Et le Gabon tout entier, voire même la planète, saura que vous avez été indélicat avec l'argent de votre pays. Surtout que le Gabon a besoin d'argent pour se reconstruire. Bien, alors, justement, parlant de ce problème d'argent, puisqu'on nous dit on est endetté, nous avons dépassé un certain seuil et tout. Mais vous voyez qu'un tel procès met en lumière, justement, ce problème d'impunité, ce problème de détournement, ce problème de blanchiment d'argent. Parce que parlant de blanchiment, on a parlé de certaines banques. On a parlé de certaines banques. BGFI, Orabank, etc. De certaines banques. Les éléments sont là, les Gabonais. Bon, parlant de détournement, nous connaissons les responsables. Parce que moi, prenons un exemple. Moi, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui fait des dégrèvements fiscaux, donc fait perdre de l'argent à l'État gabonais, cette même personne demande qu'on lui paye quelque chose parce qu'il a fait des dégrèvements. C'est-à-dire qu'il a fait perdre l'argent à l'État, mais il demande en retour qu'on lui paye 100 millions, 150 millions, 200 millions pour avoir fait perdre l'argent à l'État gabonais. Voilà un exemple. Et il ressort justement de ce procès. Vous voyez donc, nous demander comme ça tout go, n'est-ce pas, des leçons, mais on va tirer des leçons sur tous les plans, mon cher ami. En réalité, c'est le procès d'un système. Et le système avait plusieurs tentacules. Et vous verrez qu'au fil du temps, on va commencer à couper chacune des tentacules. C'est pour ça que je vous disais, il y a un pas aujourd'hui, il y aura un deuxième, il y aura un troisième, et ainsi de suite. Mais au moins la voie est ouverte pour que ceux qui pillent la République, qui prennent la République pour leur royaume, leur maison, l'épicerie de leur père, commencent à comprendre que ça ne se passera jamais plus comme ça. Et pour cela, nous devons mettre en place des mécanismes d'observatoire national tels que demander à la justice parfois, lorsqu'on dénonce certaines situations, de faire ce que les autres font ailleurs, n'est-ce pas? Une information judiciaire. Ah, le copine nous envoie tel dossier pour dénoncer ça. Mais excusez-moi, monsieur Aubien, là, vous parlez d'enrichissement illicite. Aujourd'hui, on a la fameuse commission nationale contre l'enrichissement illicite. Oh, mais laisse-moi à quoi sert là? Bon, monsieur Boukali, je vais vous répondre très facilement. C'était pour faire plaisir à la communauté internationale qui demandait ça, la lutte contre la corruption. C'est une résolution de l'ONU. Bon, tous les pays africains ont adopté les instruments de cette nature pour leur dire, bon, écoutez, vous voyez, nous sommes de très bons élèves, c'est tout. Mais ils font quoi? C'est très simple, allez les voir. Ils ne font rien du tout, ils sont assis. Ils sont payés tous les mois. Ils ont mis qui en prison? Jamais. Non. Est-ce que leur texte organique prévoit que ces gens-là, même s'ils font les enquêtes, peuvent vous mettre en prison lorsqu'ils observent qu'il y a des dysfonctionnements? Non. La Cour des comptes, c'est la même chose. Je comptes de l'État et tout, mais la Cour des comptes ne met personne en prison. Alors, c'est pour dire que ce sont des instruments institutionnels qu'on a mis là pour faire plaisir, parce qu'on veut montrer que le Gabon suit, le Gabon est un bon élève, mais la réalité est tout autre. La preuve, si tous ces instruments faisaient leur travail, comment en est-on arrivé à des détournements massifs comme cela? Et là encore, c'est ce que la justice a eu comme élément en main, mais je vous dis que pour ce qui concerne la dette du Gabon, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc là, avec votre intervention, monsieur Aubien, on va donc embrayer avec le dernier point donc, de notre émission, donc celui en rapport avec l'avenir du septennat, puisque là, c'est clair qu'avec ce procès, on a comme posé les jalons effectivement d'une nouvelle république, celle où effectivement l'impunité va prendre fin. Donc je demande à la technique de nous balancer rapidement le dernier élément et puis on revient juste derrière pour clôturer cette émission.
Les révélations dévoilées au cours du procès ont apporté un éclairage nouveau sur l'affaire, provoquant surprise et réactions vives au sein de la population. J'ai du mal à définir dans quel pays nous sommes. Un fils d'un président puisse avoir de telles sommes d'argent, c'est vraiment terrible. C'est vraiment très très décevant. Aujourd'hui, on est face à une réalité que nous devions assumer dans le temps et j'espère qu'on pourra, à la sortie de ce procès, acquitter ceux qui n'ont réellement pas joué ce rôle, parce qu'il y a plein de gens dans ce procès qui étaient des figurants, mais ceux qui ont mangé l'argent, qui ont détourné, qui ont joué avec les signatures, avec le sceau de la présidence, les cachets de la présidence, devront répondre de leurs actes. Face aux révélations sur la gestion de l'argent sous l'Ancien Régime, une question interpelle particulièrement la jeunesse gabonaise. Comment quelqu'un peut avoir plus de 2 000 milliards, 4 000 milliards dans son compte? Ce n'est pas normal. C'est l'argent du contribuable. Moi, j'appelle même, ce sont des assassins. Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec l'argent du pays comme ils l'ont fait. La justice gabonaise ne soit pas bloquée, qu'ils fassent vraiment leur travail. Le procès continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les révélations sur la gestion des fonds publics et les donations du fils de l'ancien président déchu font l'objet de vives discussions. La jeunesse refuse de s'en laisser compter. Voilà, donc on a pu, à l'occasion de cet élément, nous rendre compte en fait des attentes des populations gabonaises par rapport à ce procès, ou du moins les perspectives de ce procès quant à l'avenir du pays, ou du moins du septennat du président Oligui Nguema, qui effectivement va factuellement commencer à partir de janvier 2026. Alors, monsieur Ngomo, quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Oui, ce procès apparaît comme une sorte de catharsis nationale, c'est une sorte de purification que nous devons tous réaliser pour pouvoir entrer de manière saine dans la 5e République. Et les attentes sont grandes. Et moi, je les structure à 3 niveaux. Au niveau du peuple du Gabon, au niveau de l'élite dirigeante, et naturellement au niveau du chef de l'État. Alors, si vous me permettez, je vais essayer d'expliciter chacun de ces niveaux. Oui, allez-y très rapidement. Les peuples veulent en fait bénéficier des richesses de leur pays. Car notre pays est excessivement riche, nous le savons. Pour cela, il faut une bonne gouvernance qui tienne compte de l'intérêt national et qui assure une redistribution équitable des richesses. C'est cela que l'on veut. Et on ne pourra le faire que si l'indépendance de la justice est manifeste et si tout détournement est puni par la loi. Et là, ça s'adresse maintenant à l'élite. Donc le peuple attend véritablement qu'il y ait aujourd'hui, au-delà de ce procès, une véritable commission vérité, justice et réconciliation. Le premier pas a été franchi avec le procès Bongo Valentin et la Young Team, un procès qui concerne la régence de 2018 à 2023. Il faut un procès Bongo Ali de 2009 à 2023. Deuxième pas. Troisième pas. Il faut le procès Bongo Omarien de 1976-68 à 2009. Il faut le procès Léomba de 1957 à 1967. Vous rejoignez, monsieur? Je rejoins parfaitement parce que des blessures existent dans la société gabonaise qui n'ont jamais été cicatrisées, qui n'ont jamais été traitées. Et ces gens sont là parmi nous. Souffrent. Ils ne comprendraient pas qu'on rende justice à certaines familles et pas à d'autres. Donc si le Gabon veut réaliser justement cette catharsis, c'est-à-dire cette rédemption, faut penser ses plaies. Mais il faut penser ses plaies. Et il faut partir dès le début. Lorsque les hommes ont pris le pouvoir et ont commencé à faire du tort à leurs frères après la colonisation. C'est le 4e pas. Je rejoins vraiment la pensée de mon grand frère lorsqu'il dit qu'il y a des différents pas. Simplement, je les ai explicites maintenant. Le 5e pas, c'est le procès de la France-Afrique. De 1945, lorsqu'on établit le franc CFA, jusqu'à aujourd'hui, 2025. Pourquoi la France-Afrique? Parce que les chiffres que les Gabonais ont entendus, vous avez vu? 4402 milliards, c'est énorme. Mais c'est des broutilles. Ce sont des broutilles. C'est plus que ça. Ce sont des broutilles. Ce sont des miettes que la France nous donne. Si les Gabonais savent que
lorsque nous signons les contrats, la France octroie 90% des revenus du contrat et laisse au Gabon, à la partie gabonaise, 10%. Et dans ces 10%, nous arrivons à vivre avec les 10%. Et nous passons déjà pour un émirat pétrolier avec les 10%. Et on voit déjà avec ce procès les sommes qui ont été détournées. Qui donnent les mots de tête. Mais si les Gabonais récupèrent les 90%, vous allez comprendre que ce n'était pas un tournis qu'ils avaient. C'est une galaxie. Même à 50%. Bien entendu. Donc, voyez-vous. Monsieur Mouka, je suis bien heureux que mon frère me donne raison quand je dis que le Gabon n'est pas pauvre. Et que les chiffres qu'on nous donne sont tous faux. J'ai essayé de faire tout à l'heure une petite démonstration, mais on pourra aller un jour dans l'analyse économique et financière de la dette gabonaise. Et vous verrez que le résident de la Banque mondiale, le directeur Afrique de la Banque mondiale ne viendront pas nous démentir parce que nous nous baserons sur leurs propres documents. Donc, c'est à monsieur le président de la République, Brice Corter, de comprendre que vous avez des Gabonais hors de votre cercle qui sont capables d'analyser ces choses-là et de vous donner les vraies lectures que vous devez avoir, parce que je ne crois pas que ce soit fortuit de la part de M. Frigard quand on sait que dimanche, il y a quelqu'un qui débarque dans notre pays et nous savons qu'il est en difficulté dans son pays, nous savons ce qu'il vient négocier. Monsieur le Président, vous devez lui parler en le regardant les yeux dans les yeux, vous n'avez pas peur. Le Gabon a de la richesse à en revendre. C'est Dieu qui nous l'a donné. Elle doit nous profiter, s'il vous plaît. Et donc, nous avons des terres rares. Nous avons des minéraux qui, aujourd'hui, sur le plan des marchés internationaux, valent des fortunes. Qu'est-ce que vous parlez de dette de quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas rembourser? Prenons le cas du coltan. Vous savez combien coûte un kilo de coltan? Monsieur Rabi, ça dépend de 70 millions. Alors, si nous le mettons en exploitation, mais je pense que rien que les recettes issues du coltan nous permettent en 2 ans de rembourser la dette du Gabon, du moins sa dette officielle, telle que le ministère des Finances nous déclare. Si nous mettons en exploitation les terres rares, en disant pendant 2 ou 3 ans, de ne pas compter sur les histoires de fonds gabonais pour les investissements stratégiques, c'est de la rigolade. Nous savons très bien que c'est le fonds pour les générations futures qui a été traduit en fonds gabonais, mais les investissements stratégiques, là, c'est où? Non, on dit, pendant 3 ans, nous avons parlé de plan quinquennal. Ouais. Les richesses issues de ces minéraux, de ceux-ci, on les injecte pour rembourser la dette. Et vous verrez, à moins de 3 ans, nous allons terminer. Regardez, je mets ça en parallèle avec ce que le CTRI a réussi à réaliser en 20 mois. Dans tout le Gabon, pas seulement à Libreville. Mais avec nous autres là, qui apportons notre soutien au président de la République, nous pouvons rembourser la dette du Gabon avant la fin de son mandat. Je prends cet engagement en Mondovision et nous allons lui démontrer que les finances et les autres là nous racontent des histoires à dormir debout. Parce que nous allons nous servir, à contrario de notre propre département ministériel, nous allons nous servir des instruments de la Banque mondiale, de la BAD et du FMI. On verra s'ils pourront nous démontrer le contraire. D'accord. C'était là, donc, je vais prendre donc votre intervention comme votre mot de fin, parce que nous arrivons à la fin de juste un petit mot en 2 secondes. Donc, dans ce cas, on va laisser M. Ngoumou terminer sur les attentes du peuple. Voilà, moi je termine et ensuite, je vous donne la parole. Ok, M. Ngoumou. Oui, donc, maintenant, ce peuple-là, qui attend justement de voir les richesses redistribuées de manière équitable, doit maintenant faire montre aussi de civisme. Voilà. Oui. Il doit aussi se battre pour avoir ce dont il a droit. Et ne pas toujours attendre que ce soit les hommes politiques qui le fassent à sa place. Qui fassent montre de responsabilité, de courage. C'est important. D'engagement citoyen. D'engagement citoyen. Donc de civisme. Il y a l'élite. L'élite qui est censée conduire ce peuple. Nous disons que cette élite ne doit plus être comprador. Elle ne doit plus se soucier simplement de son bien-être. Elle doit se dire que j'ai la chance d'avoir fait des études, j'ai la chance de comprendre l'intérêt national, et j'ai des compétences qui peuvent servir mon pays. Si le président me donne une charge, je l'assume avec une haute moralité. C'est tout. Le sens de l'État. C'est ce qu'on attend maintenant de l'élite. Oui. Sinon, elle suivra le même sort que ceux qui ont été justement attaqués et condamnés lors du procès qui s'est tenu la semaine dernière. Et on se retrouvera avec la même cause qui reproduise les mêmes effets. Oui, je vais terminer sur le dernier point. Et là, vraiment, je m'adresse au président de la République, qui a suivi avec beaucoup d'attention le procès, qui a écouté ce qui a été dit pendant le procès, qui a aussi écouté les réactions des Gabonais. Oui. Et cela donne d'autant plus d'importance à sa charge.
Il comprend que les enjeux sont importants et que la constitution que nous avons, qui est une constitution qui donne beaucoup de pouvoir, il doit pouvoir en user avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse. Et c'est un jeune homme de 50 ans. Il est né en 1975. S'il n'a pas toute la sagesse, qu'il s'entoure des personnes qui ont la sagesse et qui sauront éviter les écueils, éviter les pièges que certains membres de son entourage pourraient lui tendre. C'est la raison pour laquelle je milite pour que le président aille vers l'érection du Haut Conseil national des sages en s'entourant des personnes qui, à chaque fois, quand il voudra prendre une décision très importante, lui diront, Monsieur le Président, c'est une bonne décision, nous avons analysé tous les contours, vous pouvez la prendre. Ah, Monsieur le Président, cette décision, elle a des conséquences dramatiques parce qu'il y aura tel aspect que peut-être vous n'avez pas vu. Et ce Haut Conseil national des sages va justement peut-être contrer l'influence néfaste que certains membres de l'entourage véreux du président, d'accord, voudraient avoir au sein de la gouvernance du pays. Et je termine sur le concept qui doit désormais être le sceau de la Ve République, celui de la géocompétence. Je vais insister dessus. En matière de nomination, oui. Oui, le président a le pouvoir de nommer au poste civil et militaire. C'est sa décision. Mais si le président a une décision encadrée, il fera moins d'erreurs que c'est dans la logique de la géopolitique qui a prévalu depuis l'époque de Omar Bongo, d'Ali Bongo et de Léon Mba. Or, la géopolitique n'a pas donné les résultats escomptés. Essayons alors un nouveau concept. Et voilà pourquoi il faudra suivre avec beaucoup d'attention les nominations du gouvernement. Quels sont les critères que le président a choisis pour nommer les membres de son gouvernement? On doit pouvoir, avec la géocompétence, savoir si effectivement les critères que le président a retenus sont des critères qui gagent d'un bon avenir. Aussi, c'est la géopolitique, on peut se dire que oulala, le président continue avec l'ancien système, et là, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Ce qui est valable pour le gouvernement, l'est aussi pour le corps militaire ou encore pour l'administration centrale. On a la haute administration. Que le président s'entoure de toutes les garanties pour mettre le Gabonais ou la Gabonaise de qualité qu'il faut, à la place qu'il faut. Et là, il va satisfaire le peuple gabonais, car ces hommes compétents, ces femmes compétentes feront le travail avec l'amour du pays, seront payés correctement, et notre pays est très riche, peuvent être très bien payés. Ce n'est pas ça le problème. Mais au moins, nous avons l'assurance que ce travail qui est fait a été fait par des personnes de bonne moralité, de compétences, qui travaillent aux côtés du chef de l'État. Mais si en 7 ans, des personnes de qualité entourent le président et font un travail de qualité, justement, mais nous aurons un bilan positif. Tout à fait. Et que si le président a l'intention de faire un second mandat, le bilan parlera pour lui-même. Tout simplement. Or, si le président commet l'erreur qui a été commise par Ali Bongo, qui a été commise par Omar Bongo, et peut-être même par Léon Mba, en ayant autour de lui des amis, des copains, des coquins, donc le clan, des consanguins. S'il décide d'être un homme de clan, eh bien, il aura le résultat que les hommes de clan qui ont géré le pays ont. C'est-à-dire qu'il n'aura pas un bon résultat. Et ce serait dommage, alors qu'il avait si bien commencé, pour maintenant mal finir. Or, comme vous le savez, le Christ dit qu'en toute chose, ce qui importe, ce n'est pas le début, mais la fin. C'est la fin. Très bien, c'était donc là votre mot de fin. Alors, monsieur Oubian, vous avez... Moi, donc... je ne serai pas long, puisque pratiquement il m'a doublé sur ce point-là. Puisque nous l'avions dit. Donc, je reprends. Géocompétence. Ensuite, on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique. Lorsqu'on nomme quelqu'un dans la haute administration ou dans les hautes fonctions de la République, il doit quand même avoir une feuille où on voit ses états de service, ses faits d'armes. Parce que ça joue. Ça nous renvoie à quoi? À la notion que l'on retrouve dans le statut général de la fonction publique, l'expérience, la durée et les compétences requises pour tel ou tel, ce qu'on appelle vulgairement le profil. La deuxième chose, Monsieur le Président de la République, nous sommes vos compatriotes, nous sommes prêts à vous accompagner. C'est la raison pour laquelle à chaque émission, nous faisons à la fois œuvre de pédagogie à l'endroit de nos compatriotes, mais aussi nous appelons votre attention sur les suggestions que nous vous faisons. Étudiez-les et voyez si elles sont pertinentes. Si elles sont pertinentes, ça permet au pays d'avancer. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'autour de vous, tout le monde pense la même chose que vous. Est-ce que vous croyez que autour de vous, ces gens-là, ces endos que l'on pense vraiment pays, pensent au développement que vous dessinez là,
pas souvent. Regardez le ralentissement actuel. On vous raconte des histoires sur la dette et autres, alors que le Gabon a les moyens de franchir ces étapes-là et de démontrer à la face du monde entier que nous pouvons faire mieux. Nous l'avons prouvé en le faisant en 20 mois. Pourquoi en 7 ans, nous ne le ferons pas? Moi, je pense, et je le dirai tout le temps, que je passerai devant les médias, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas rater, parce qu'il y a des Gabonais qui, volontairement, patriotiquement, se sont mis à votre disposition pour vous accompagner. Très bien. C'est tout. Alors, donc, c'était donc là le mot de fin de M. Obiang, qui a rejoint cela M. Ngoumo. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Voilà, nous disons merci donc à tous nos téléspectateurs qui nous ont encore une fois accordé donc leur confiance et leur attention. Et s'il plaît à Dieu, on se retrouve donc la semaine prochaine. Mais juste avant, je vais juste faire le résumé donc des différents points que nous avons abordés au cours de l'émission, très important. Nous avons dans un premier temps donc retracé le contexte historique donc de ce procès, donc à travers le passé, le présent et le futur, d'accord. Et ensuite nous avons abordé les acteurs en présence, les accusés, co-accusés, les autres complices non comparus et puis les magistrats et autres. Et nous avons donc débouché sur les perspectives donc de ce procès auprès de la population gabonaise. Voilà. C'était donc Grand Angle. Nous vous disons donc à la semaine prochaine si Dieu le veut.